Allez, j'accueille sur ce plateau Harold Iman. Bonsoir, notre journaliste international. On va parler d'un certain nombre de rencontres qui ont eu lieu. On va entendre les dirigeants s'exprimer. On peut déjà noter certaines réactions. Ursula von der Leyen qui a salué un très bon appel avec Donald Trump sur l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, lui, dit espérer que le thème central du sommet Trump-Poutine sera un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Le président ukrainien qui demande aussi des sanctions si Vladimir Poutine n'accepte pas le le feu. Le chancelier Merz qui lui réclame évidemment une rencontre avec et Donald Trump et Vladimir Poutine et l'Ukraine, ce à quoi est en train d'accéder Donald Trump. Il essaye d'organiser cela. Il évoque aussi lui aussi un très bon appel avec les dirigeants européens, mais dit quand même que la Russie aura des conséquences très graves si elle ne met pas fin à la guerre en Ukraine. Harold Iman, on parlait tout à l'heure, vous et moi, avant toutes ces déclarations, en se demandant si c'était une journée décisive. Maintenant qu'on voit les différentes déclarations, il n'y a pas grand-chose de nouveau pour l'instant. Il y a un élément, c'est que Donald Trump a dit qu'il pourrait y avoir une deuxième rencontre après. Et il a dit, cette première est très très importante. Donc là, il reflète la visioconférence qu'il vient d'avoir avec les Européens. Mais il ajoute, on n'aura pas tout réglé cette première fois. Donc, j'espère qu'il y aura une deuxième rencontre entre Zelensky et Poutine. Et j'espère, enfin, je serai là s'ils veulent de moi. Bon. Donc, il n'a pas garanti un cessez-le-feu lors de la rencontre en Alaska, mais il s'en rapproche. C'est ça qui se passe. Je voudrais qu'on écoute parmi les réactions politiques celle d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'est exprimé devant la presse. Il revient notamment sur les objectifs qui sont sur la table. Écoutez le chef de l'État. L'échange avec le président Trump a permis d'éclairer ses intentions pour la réunion du 15 août prochain et nous a permis d'exprimer très clairement nos attentes. Et je tiens ici à l'en remercier. Et je crois pouvoir dire que plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion, en effet, de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique. Et nous soutenons cette initiative, en même temps que de nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément, sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien. Et c'est la position que nous soutenons. Elle a été très clairement exprimée par le président Trump. Et donc, elle augure d'une réunion à venir. Le troisième élément, c'est le lien qui doit continuer d'exister entre toute concession territoriale et les garanties de sécurité qui seront apportées à l'Ukraine. Elliot Maman, quand on entend le président de la République, on se dit qu'effectivement, ce qui va être important maintenant, c'est cette rencontre hypothétique pour l'instant, mais on semble s'en rapprocher, entre les Russes et les Ukrainiens, avec ou sans Donald Trump, parce que, on l'entend là précisément, on parle potentiellement de concessions, de territoires d'un côté ou de l'autre. L'important d'abord, c'est de savoir si Volodymyr Zelensky est prêt à céder quelque chose ou pas. Oui, absolument. Et d'ailleurs, la possibilité d'une rencontre tripartite qui inclurait Donald Trump n'est pas totalement nouvelle, puisque dès vendredi dernier, lorsqu'il a été question de la possibilité d'une rencontre entre le président américain et le président russe, beaucoup de membres de l'administration et de proches de Donald Trump étaient assez disserts auprès de leurs sources, auprès de leurs relais journalistiques, quant au fait qu'il faudrait absolument parvenir à organiser une rencontre vraisemblablement tripartite et selon toute évidence, soit aux États-Unis, mais ce n'est peut-être pas un pays qui est estimé comme étant suffisamment neutre sur la question, donc plutôt dans un des pays du Golfe qui ne reconnaît pas la CPI, Poutine étant sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale à l'heure actuelle. Et en réalité, il y a véritablement 3 points sur lesquels les alliés européens ont cherché à faire pression sur Donald Trump. Ils estiment que d'abord, l'Ukraine doit nécessairement être à la table des négociations, comme le président vient de le dire, mais également que toute négociation sur un échange territorial doit être assortie d'un cessez-le-feu. Et d'ailleurs, selon Politico, il a été demandé que ce cessez-le-feu précède à d'éventuelles négociations territoriales, ce qui serait tout de même un tournant majeur dans le
dans le déroulé de la guerre. Et par ailleurs, la troisième chose est en effet des garanties de long terme. Et d'ailleurs, l'administration américaine n'a pas été très claire quant à sa considération de la possibilité d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Et on sait que c'est un point absolument majeur. Et d'ailleurs, c'est le point qui va déterminer si Vladimir Poutine est parvenu à ses fins ou non. Si il arrive à obtenir une déclaration solennelle selon laquelle l'Ukraine ne serait jamais membre de l'OTAN, il aura réussi ce qu'il voulait, quels que soient les résultats qui sont véritablement intégrés à la Russie ou non. Si en revanche le statut de l'Ukraine reste incertain et que peut-être elle pourrait rejoindre l'Alliance Atlantique telle qu'elle le souhaiterait et comme la logique l'imposerait, puisque finalement l'Ukraine appartient au camp des démocraties libérales, dès lors Vladimir Poutine aura concédé un certain nombre de concessions et on pourrait alors parler de victoire pour Donald Trump. On va écouter justement le président américain Donald Trump et je vous donne la parole juste après Le Noir. On écoute Donald Trump. Il y aura donc une deuxième réunion. Enfin, si la première réunion se passe bien en Alaska, j'aimerais bien avoir une deuxième réunion dans la foulée entre le président Poutine, le président Zelensky et moi-même, enfin, s'il m'y invite. Et là, on pourrait arriver à quelque chose. Je ne pense pas qu'on arrivera à des résultats dès la première... Enfin, ce sera une réunion importante. Mais enfin, il s'agira essentiellement de planter le décor pour la deuxième réunion. Le Noir, on voit aussi l'importance de temporiser toutes ces réunions. C'est aussi évidemment chacun s'exprime, chacun met sur la table un certain nombre d'objectifs, mais c'est aussi important de rappeler que c'est une guerre, qu'une guerre ne se termine jamais du jour au lendemain parce que ni Donald Trump ni les Européens l'ont décidé. Alors, moi je connais surtout la politique européenne, je pense que quand même c'est un tournant, c'est une marginalisation de l'Europe qui est inédite. Pour quelle raison ? D'abord parce que les Européens aiment bien critiquer Donald Trump parce qu'il est très anti-système, etc. Mais enfin, c'est quand même lui le maître des horloges. Ah oui, là, clairement. C'est notre guerre, comme je disais tout à l'heure, et elle va être réglée par le président des États-Unis. Deuxièmement, je trouve que c'est quand même un tout petit peu fort de café de parler d'échange territorial. Est-ce que vous imaginez que la Russie va céder du territoire à l'Ukraine ? Ben non, pas vraiment. Voilà. Donc en fait, c'est une amputation de l'Ukraine. Donc moi, j'appelle ça Munich. Je pense que c'est Munich. Et quand on parle, je suis désolée d'être critique, je souhaiterais ne pas l'être. Je souhaiterais vraiment ne pas l'être. Mais est-ce qu'on imagine qu'il peut y avoir une quelconque autre garantie de sécurité que l'OTAN ? Que les Français et les Allemands ont refusé, et que Sarkozy également, ensuite, et Chirac d'abord, ont refusé quand l'Ukraine a frappé à la porte de l'OTAN. C'est trop tard maintenant. Or, il n'y a aucune garantie de sécurité pour l'Ukraine. Et moi, je suis très inquiète pour l'avenir de l'Ukraine parce que je rappelle qu'il y a eu un traité de Budapest en 1994 où vous aviez autour de la table les Russes et les Ukrainiens et également le président des États-Unis et le Premier ministre britannique. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, vous livrez tout votre arsenal nucléaire militaire à la Russie. En contrepartie, la Russie va s'occuper de votre sécurité. Donc on est exactement dans la répétition de Budapest. Est-ce que vous croyez qu'à la place de l'OTAN, la Russie va s'occuper de la sécurité de l'Ukraine ? Évidemment que non. On va écouter aussi Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui s'est exprimé à l'issue de ces réunions. On l'écoute et je donne la parole à Arnaud Klarsfeld. Durant les 3 ans et quelques mois que ce conflit a duré, nous n'avons jamais été proches d'une solution réelle pour parvenir à un cessez-le-feu. Et maintenant, nous avons cette chance grâce au travail du président américain Donald Trump. Arnaud Klarsfeld, je prolonge ce que disait Noël Le Nord parce que là, lui aussi, il l'a dit très clairement, cette marginalisation de l'Europe, c'est-à-dire que aujourd'hui, les Européens ont choisi de faire une série de réunions parce que Donald Trump a donné le tempo. Quand ils ont vu que Donald Trump prévoyait des rencontres avec Vladimir Poutine à partir de vendredi, qu'il voulait aussi mettre autour de la table à l'issue plus tard Volodymyr Zelensky, les Européens ont compris qu'ils avaient perdu beaucoup de temps et beaucoup de terrain dans les négociations. Oui, si on se retourne dans l'histoire, il y a un siècle, en 1925, la Grande-Bretagne avait un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. La France avait un empire sur tous les continents, une grande partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, ni la France ni l'Angleterre ne sont à la table des négociations, ce qui montre que les pays ont parfois des hauts et des bas.
Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, bon, il est évident, comme vous l'avez dit, que Poutine ne se retirera pas des territoires. Le président de la République a parlé avec autorité et conviction, mais il n'a pas dit grand-chose, puisqu'il a dit que il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est ce que demande Trump, que rien ne se déroulerait sans que Zelensky signe, mais Zelensky a dit qu'il ne signerait pas. Et 3, qu'il fallait que des garanties de sécurité, mais les garanties de sécurité, l'OTAN, Trump a dit non, et c'est pas les États-Unis qui vont donner des garanties de sécurité formelles à l'Ukraine. Je crois que Trump et Poutine sont revenus pour définir des zones d'influence, et que Trump considère que, en gros, l'Ukraine est dans la zone d'influence russe et que ça doit être un État tampon entre l'Europe et la Russie. Je pense, pour la paix du monde, qu'il a raison, malheureusement pas pour, disons, l'indépendance de l'Ukraine, mais il vaut mieux peut-être que l'Ukraine soit dans une forme de zone d'influence russe, avec de l'argent qui soit déversé sur l'Ukraine pour qu'elle puisse se rebâtir, pour que les gens puissent être heureux. On ne rappelle jamais que en Ukraine, c'est un régime terriblement corrompu. On dit que la Russie est corrompue, elle est très corrompue, mais les pensions de retraite sont 2 fois plus élevées en Russie qu'en Ukraine. Le peuple est très malheureux en Ukraine, alors que les gens sont le haut du gâteau est très très riche. Ça, c'est jamais dit, et c'est triste. Cette guerre montre réellement l'échec de la diplomatie européenne. C'est évident que la guerre allait être déclenchée, que Poutine ne pouvait pas laisser cette guerre, ne pouvait pas laisser l'Ukraine rentrer dans l'OTAN sans déclencher une guerre, parce que sinon il serait tombé et que la Russie ne serait plus une grande puissance. Et je rappelle aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est parce que l'Ukraine était dans la Russie que les troupes russes ont réussi à freiner l'avancée des troupes nazies. Bon, c'est un constat. Oui, mais rapidement dans le noir avant qu'on écoute Emmanuel Macron. Si on accepte une amputation de territoire, à ce moment-là, il faut que la partie qui veut être européenne, reste européenne, oui, eh bien, reste européenne, elle soit membre de l'OTAN. Elle soit membre de l'OTAN. Mais ne commence pas à s'armer pour rentrer à nouveau en guerre contre la Russie, parce que je rappelle, en 1870, il aurait mieux valu trouver un accord avec l'Allemagne plutôt que de ne penser qu'à reprendre l'Alsace-Lorraine, alors qu'aujourd'hui on passe d'Allemagne en Alsace-Lorraine sans même se rendre compte. Ça a déclenché la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas une Troisième Guerre mondiale sur le sol européen, ça j'en suis en tous les cas convaincu, et les peuples européens en sont convaincus.